on va nous apporter immédiatement des éléments nouveaux, vous allez voir, qui vont nous permettre de changer de nature de discussion, puisque on va s'intéresser aux innovations que portent les départements dans leur propre activité, dans les mesures qu'ils prennent, les dispositions que vous prenez pour essayer de moderniser votre activité et pour répondre surtout à davantage de besoins des Français aujourd'hui. Voilà, José, le chef de plateau, nous apporte ces 3 trophées. Ce sont les trophées que désormais Département de France veut remettre cette année. Nous allons donc débuter avec ces 3 prix et nous allons d'abord essayer d'expliquer la démarche des Départements de France, départementaire d'innovation. C'est la séquence suivante. Et me rejoignent sur scène, si vous voulez bien, le président du CESE, la 3e chambre, le Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet. Monsieur le Président, si vous voulez bien me rejoindre, merci infiniment d'être avec nous. Les présidents Claude Riboulet de l'Allier et Germinal Perrault de la Dordogne se joignent à moi aussi, si vous voulez bien, pour évoquer cette démarche Terre d'innovation. Et enfin, Philippe Dorge, numéro 2, le directeur général du groupe La Poste, branche service courrier colis du groupe La Poste. Merci de me rejoindre aussi, si vous voulez, Monsieur Dorge. Merci beaucoup. Et le président du CESE, président Perrault. Président, je vous en prie, venez là, de ce côté-là. Alors, dans la 2e phase de cette séquence, on va remettre les prix. Vous allez, messieurs, remettre ces 3 prix souhaités par le président de Département de France. Il y aura un prix solidarité humaine, un prix solidarité territoriale, et puis le prix spécial, qui est une forme de premier prix, au fond, le prix spécial de l'innovation. On le fera dans un instant. Les membres du jury cette année étaient donc, pour cette première, Thierry Baudet, président du CESE, et vous allez nous dire pourquoi vous souhaitez renforcer les liens avec les départements. Romain Rousseau, qui est un confrère rédacteur en chef de l'Hémicycle, Albert Ripamonti, autre confrère que vous connaissez pour ceux qui suivent beaucoup les travaux de Public Sénat, c'est le rédacteur en chef de Public Sénat, et puis le président Riboulet et le président Sauvadet, le président Reveulet pour la commission innovation et numérique de Département de France, donc vous étiez légitime à faire partie de ce jury, et le président Sauvadet, bien sûr, qui en a souhaité la naissance. Alors, président Baudet, pourquoi le CESE et les départements? Parce qu'au fond, vous avez vocation à proposer les initiatives, les analyses de la société civile, de l'entreprise, des syndicats, des ONG, des grandes associations, au gouvernement. Mais pourquoi les collectivités locales? Je voudrais d'abord remercier les départements de France pour cette invitation et pour avoir assisté à l'ensemble des débats jusqu'à présent. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais je suis convaincu qu'on a vraiment beaucoup à faire ensemble. Le CESE, en quelques mots, sont 175 membres qui représentent plus de 80 organisations de la société française et qui représentent tous les territoires, notamment les territoires ultramarins. Et comme vous l'avez dit, notre mission constitutionnelle, c'est d'essayer d'éclairer la fabrique des politiques publiques. Nous le faisons à travers une trentaine d'avis que nous rendons chaque année, soit sur des saisines gouvernementales, plus accessoirement parlementaires, soit à travers des autosaisines ou des saisines d'initiative. Et le C de CESE, ça veut dire conseil. Ça veut donc dire que nous sommes une assemblée consultative. Et moi, je traduis ça en disant que finalement, le CESE, c'est l'assemblée du premier mot. Et en disant qu'on a le premier mot, ça signifie qu'on n'a pas le dernier. Le dernier mot, il appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection. Mais je suis de plus en plus convaincu, notamment quand je vois le spectacle que donne actuellement une certaine assemblée, je suis de plus en plus convaincu que la qualité du dernier mot, elle dépend beaucoup de la qualité des premiers mots, et les corps intermédiaires peuvent contribuer à ces premiers mots. Et puis, ça va permettre de répondre à la question, c'est l'assemblée de la société agissante, parce que les membres du CESE ne sont pas des professionnels du CESE. Ils sont au quotidien dans vos territoires, à vos côtés,
à la tête de leurs PME, dans leurs exploitations agricoles, dans leurs cabinets médicaux, dans leurs associations auprès des publics vulnérables, dans les clubs sportifs, etc. etc. Et donc, en quelque sorte, notre expertise, c'est une expression qui a été utilisée ce matin, c'est une expertise d'usage. Et donc, tout à fait naturellement, ces membres, ils ont une préoccupation concrète, quotidienne, territoriale. C'est le cas dans le choix de nos sujets. Par exemple, on vient d'engager un travail sur la question des mobilités dans les zones sous-denses. Ce matin, le président Sauvadet évoquait la nécessité de recourir aux voitures dans le monde rural. Et puis, c'est le cas dans nos propositions. Alors, nous travaillons déjà ensemble parce que nous nous appuyons beaucoup sur votre expertise, votre expérience pour nourrir nos travaux. Récemment, par exemple, on a rendu un avis sur les métiers de la cohésion sociale. Vous nous avez aidé à le construire. Le président de la Gironde, le président Anglaise, avait été auditionné, a beaucoup contribué à nos travaux. Et plus récemment, nous sommes allés le présenter en Alsace aux côtés du président Biry. Bon, mais alors comment développer encore plus alors, la coopération entre les départements et le CESE? Moi, je crois que nous pouvons aller beaucoup plus loin. On y réfléchit avec le président Sauvadet. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'expression de la présidente de Haute-Garonne ce matin qui, parlant des départements, parlait des collectivités du dernier mètre. Moi, j'ai parlé pour le CESE de l'Assemblée du premier mot. Eh bien, je pense que dans l'intérêt de nos concitoyens, on a intérêt à renforcer les coopérations entre l'Assemblée du premier mot et les collectivités du dernier mètre. Et moi, mon ambition, elle est simple. C'est qu'il faut que le CESE, on s'attache à être les plus efficaces possibles, les plus utiles possibles. Et pour qu'on soit efficace et utile, il faut qu'on se saisisse des bons sujets. Alors s'il y a des sujets qui vous préoccupent, n'hésitez pas à nous saisir dans le cadre, j'allais dire, de coopération de gré à gré, parce que rien ne nous y oblige. Et je suis convaincu que ensemble, nous pourrons donner une résonance plus forte aux sujets qui vous préoccupent et qui préoccupent les Français. Alors, l'innovation, c'est une obsession aussi pour notre société, mais saine. C'est-à-dire que vous êtes un peu la start-up des institutions, ou en tout cas, vous avez la même façon de fonctionner. Vous essayez de trouver les nouveautés, les idées dans des domaines très différents. Le social, vous venez de le dire, le numérique qui s'impose, et puis la façon de fonctionner pour gérer, gouverner, les gouvernances, donc démocratiques. Qu'est-ce qui peut émaner là de tout ça? L'innovation démocratique, c'est vrai qu'elle est au cœur de notre fonctionnement, parce qu'il se trouve qu'on a été réformé par une loi de 2021, une loi organique qui invite le CESE à devenir le carrefour des consultations publiques. En d'autres termes, la question qui nous est posée, c'est à côté des citoyens engagés dans les organisations représentées au CESE, comment est-ce qu'on peut associer, j'allais dire, des citoyens ordinaires? Alors on a plusieurs leviers pour ça. Des citoyens peuvent nous saisir par voie de pétition. On peut, sur les sujets que nous traitons, organiser des grandes consultations en ligne. Et puis on peut intégrer à nos travaux des citoyens dans différents formats. Et le format, entre guillemets, ce qui a eu le plus de résonance, c'est le format des conventions citoyennes. Et le président de la République et la Première ministre viennent de nous demander d'organiser une convention citoyenne sur la fin de vie. Depuis les Gilets jaunes, y compris les collectivités locales elles-mêmes se demandent mais comment être au plus près de, non pas des électeurs, mais des citoyens tout simplement, pour entendre ce qu'ils disent, même en étant un élu de terrain. Parfois, on se dit je passe à côté de quelque chose. Moi, c'est un sujet qui me paraît très important parce qu'on parle tous de crise démocratique. On est tous inquiets par l'état de la démocratie dans notre pays, mais on mesure bien que l'abstention beaucoup trop forte aux élections ne signifie pas pour autant que nos concitoyens se désintéressent des sujets qui les concernent. Et ça a été dit encore lors de la table ronde précédente, l'envie d'engagement, il est là. Donc il faut qu'on cherche, j'allais dire, à recueillir la parole des citoyens, à associer les citoyens à la construction des décisions, mais en étant toujours clair. Ce que je disais tout à l'heure, 150 citoyens qui vont être tirés au sort pour une convention citoyenne sur la fin de vie, par la magie du tirage au sort, ils ne deviennent pas le peuple souverain. Et donc, il faut bien expliquer la manière dont tout ça s'articule avec la démocratie représentative. Mais moi, il y a un point auquel je suis très sensible, et c'est un point auquel on réfléchit beaucoup. Il ne faut pas jouer avec les citoyens. Si on les associe, il faut les associer vraiment. Il ne faut pas leur donner le sentiment que c'est un tour de passe-passe. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas
augmenter le volume de la participation citoyenne et y rester sourd. Donc il faut réfléchir vraiment aux modalités pour que leurs paroles soient prises en compte, encore une fois, ce qui ne signifie pas, vous vous souvenez de la Convention citoyenne climat, ce qui ne signifie surtout pas qu'on doive reprendre l'ensemble de leurs propositions sans filtre. Et donc là, il y a toute une pédagogie à faire sur la chose, parce que ce que vous dites s'adresse à tout le monde, aux citoyens de base comme au président de la République. Oui, en l'occurrence, l'expression du sans filtre, c'était le président de la République qui l'avait utilisé. Je crois que c'est pour ça que vous avez parlé d'innovation, c'est de l'innovation démocratique, parce que ce n'est pas tellement la culture de notre pays. Si, c'est bien connu au plan local, c'est bien connu dans les mairies, notamment avec les budgets participatifs. J'ai vu qu'il y a pas mal d'initiatives nouvelles dans les départements aussi qui sont conduites. Au plan national, c'est balbutiant. Donc je crois que c'est pour ça qu'on peut parler véritablement d'innovation démocratique. On est très attentif notamment aux méthodes. Alors, le président Perrault va nous présenter des exemples. Mais d'abord, au président Riboulet, la raison de Claude Riboulet, vous présidez aussi la commission innovation et numérique du département de France, je le disais tout à l'heure. Précisément, ce choix, cette année, de décerner des prix. C'est la feuille de route que François Sauvadet m'a donnée. Pas à moi tout seul, mais à l'ensemble des membres de la commission innovation et numérique. Il m'a dit, attention, ne sois pas que dans l'innovation numérique. Ta commission s'appelle innovation et numérique. Et la feuille de route de François, ça a été de dire, aujourd'hui, nous on le sait, les départements qui ont fait des choses extrêmement innovantes, astucieuses, mais on ne sait pas le faire savoir. Et ça a été ça l'idée de ce premier prix de l'innovation des départements. Mettre en lumière l'ingéniosité et l'audace que chacun des 103 départements a pour son propre territoire. Cette mise en lumière, elle doit ensuite susciter une stimulation, nous donner envie, dans le sens d'une belle émulation. Je vois Germinal, quand on était un pédagogue ou éducateur, on sait ce que ça veut dire. Une belle émulation pour donner envie d'eux. Et troisième étape, capitaliser. Parce qu'il va y avoir 3 prix qui vont être remis tout à l'heure. Mais il y a eu plusieurs dizaines de projets qui ont été présentés au jury. On les verra, au moins un grand nombre d'entre eux. Et ces 30-40 projets sont tous très intéressants. C'est-à-dire quand bien même tous n'ont pas été lauréats, tous peuvent servir d'exemple et de référentiel, excusez le mot technique, pour d'autres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est au cœur de tous les débats qu'on a dans ces assises. Améliorer, rendre meilleur. Rendre meilleure la vie des personnes qui sont les plus exposées, les plus fragiles socialement, rendre meilleure la vie de nos territoires, rendre meilleure la vie de nos partenariats institutionnels avec les communes, les intercommunalités, les régions et avec l'État. Et donc, c'est ça le but. Et puis moi, je trouve que finalement, quand on est une collectivité qui a 232 ans, c'est plutôt chouette d'être capable de se renouveler, d'apporter du nouveau. Ce n'est pas de l'invention, l'innovation. Ce n'est pas créer du neuf presque à partir de rien. C'est de dire sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on a envie de faire, on rajoute de la nouveauté. Je reprends les propos de François ce matin. La formule est très belle, elle est sentie et ce n'est pas que de la com. Il nous a dit il faut voir loin, mais regarder de près. L'innovation, c'est exactement ça. Voir loin, c'est passer en mode projet. Comment je me projette, je me mets devant, mais en regardant de près pour que ce que je veux faire aboutir soit juste utile au quotidien. Et Monsieur le Président du CESE, je crois qu'il y a 2 éléments qui, d'abord, nous honorent que vous ayez accepté de présider ce premier prix et qui ensuite nourrissent cette parfaite complémentarité. La première, c'est que être utile au quotidien, vous l'avez rappelé dans votre présentation, c'est aussi le conseil qui doit permettre à la République de chercher les bonnes idées qui peuvent améliorer la vie des gens. Et la deuxième chose, c'est que pour avoir vu toutes les vidéos comme membre du jury, il n'y a aucun projet qui a été présenté par mes collègues et par les départements où le conseil départemental est seul. Dans chacun des projets, et singulièrement ceux qui vont être primés, il y a toujours des partenariats avec des institutions, avec des entreprises, avec des acteurs associatifs. Aucun projet innovant qui sera lauréat est un projet que seul le département aurait pu porter lui-même. Mettre en lumière, stimuler, capitaliser, ces premiers prix de l'innovation sont là pour qu'on nourrisse de la fierté et qu'on continue d'aller beaucoup plus loin dans cette capacité qu'on a à améliorer la vie. Alors, un des grands partenaires de Département de France, c'est La Poste. Dans un instant, je vais venir avec vous. Mais exemple d'initiative, d'innovation dans votre département, par exemple, Président Perrault, la Dordogne. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Il ne s'agit pas du numérique, il s'agit du secteur social.
Le département de la Dordogne, c'est un très beau département, comme tous les départements de France, bien sûr. Je vous invite à y venir. Mais il a tendance à vieillir. Il ne baisse pas en démographie, mais il a tendance à vieillir puisqu'on a 38% de la population de la Dordogne qui a plus de 60 ans, contre 28% au niveau national. On a quasiment 10 000 personnes qui reçoivent une aide de l'APA. Et on a à peu près 2000 personnes qui reçoivent la PCH, la prestation de compensation du handicap. Toutes ces personnes-là ont besoin d'aide à domicile, puisque la volonté des Périgourdins, c'est pareil au niveau national, c'est de rester chez soi le plus longtemps possible. Donc, dans chaque canton, il y a des SIAS, il y a des services d'aide à domicile, etc., qui sont présents. Et on a remarqué au cours des dernières années qu'une partie des prescriptions que faisait le département ne sont pas assurées, c'est 15% quand même, des heures d'aide à domicile qui ne sont pas assurées, faute de personnel. Les freins, ça a été dit au cours de la journée, ce sont des métiers peu reconnus, ce sont des métiers pénibles, ce sont des métiers morcelés dans la journée, ce sont des métiers où la formation, la professionnalisation a tardé, très souvent les gens ne travaillent pas à temps complet. Bref, ce ne sont pas des métiers extrêmement attractifs. Et on a cherché les moyens de les rendre plus attractifs. Il y a eu un moyen national suite au Ségur qui a permis de revaloriser les métiers, et puis ensuite la prime, etc., que vont percevoir les aides à domicile. Aujourd'hui, une aide à domicile qui travaille 35 heures, qui fait un temps complet, percevra 1 506 € par mois, ce qui est quelque chose de beaucoup plus attractif que les 900 € par mois que l'on met toujours en évidence pour un travail à temps partiel. Mais ça ne suffisait pas. Il y a un deuxième frein pour accéder à ces emplois, c'est la question des déplacements, puisque les déplacements versés par les services à domicile ne couvrent pas les frais personnels engagés par les personnes, et la plupart du temps, c'est avec des voitures usagées, pour ne pas dire plus, qu'elles font ces déplacements. Donc on a essayé d'agir sur les modes de déplacement, et on a décidé que le conseil départemental allait organiser une action d'envergure qu'on a appelée le plan 1000 voitures pour doter les personnels des services à domicile d'une voiture de service. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas décidé de les acheter, ces 1000 voitures, on a décidé de les louer. On est passé par une société de leasing et le département a organisé l'appel d'offres pour qu'ensuite on les reverse à chacun des services dans le département qui en avait fait la demande et qui avait fait la demande d'un nombre exact de voitures. Résultat des courses, ce n'est pas 1000 voitures qu'il nous a fallu, c'est 1345 voitures. Donc, on a organisé l'appel d'offres. 2 sociétés françaises l'ont remporté, Citroën et Renault, pour ne pas les citer. Et nous les avons commandées. J'ai passé les bonnes commandes le 22 janvier. Cette affaire serait formidable s'il n'y avait pas un tout petit hic, c'est que sur les 1345 voitures, on m'en a livré 95. C'est-à-dire que les autres ne sont pas arrivés. C'est les difficultés actuelles de l'industrie automobile. Ça vient de la mondialisation heureuse qui fait que les Français ont découvert que le Doliprane était fabriqué au Pakistan, mais les Français découvrent aussi à travers cette affaire-là que les composants électroniques de ces voitures Citroën et Renault sont fabriqués en Asie et que les Asiatiques mettent du temps à nous envoyer. On a découvert aussi que Renault nous a dit que ça y était, on pouvait espérer, puisque les chaînes de montage avaient démarré le travail pour ces voitures-là, et le travail commencera en Turquie dans quelques jours. Donc j'espère à la fin de l'année avoir une centaine de voitures supplémentaires. Et j'espère qu'on ne mettra pas 10 ans pour obtenir les 1345 voitures. Mais ce que je voudrais vous dire, en dehors de ce petit handicap qui concerne toute l'industrie française, que le bénéfice est très important et l'impact est très important. Parce que dans les secteurs où on a pu démarrer ça, les personnes d'ailleurs se sentent revalorisées elles-mêmes, elles se sentent reconnues, elles se sentent revalorisées, et tout à coup le service est visible, puisque dans la campagne, il y a le nom du service, mais il y a aussi le nom du conseil départemental. Je termine sur une note qui en dit long.
J'ai remis les clés dans 3 sites différents et une dame a pris la clé en pleurant. Et je lui ai dit, mais je n'ai pas du tout l'intention de vous faire pleurer. Elle m'a dit, Monsieur le Président, c'est la première fois de ma vie, j'ai 50 ans, que je conduirai une voiture neuve. Voilà ce que je voulais vous lire de cette expérience. Et on en espère beaucoup pour permettre aux services de fonctionner mieux et rendre meilleur service à la population de notre département. Superbe exemple, Président Perrot. Au fond, Philippe Dorge, après une telle démonstration, il n'y a pas besoin d'insister sur l'idée de la nécessité du bénéfice d'un partenariat avec une organisation puissante, évidemment. Or, les visites à domicile, ça c'est le métier du facteur, mais les visites à domicile pour le soutien, au-delà même du courrier, c'est aussi le métier. Votre collègue dont c'est le sujet à la Poste, dans le groupe, était venu l'an dernier évoquer cette démarche. Absolument. La coopération avec les départements s'est accentuée. Peut-être que vous voulez nous dire un mot justement sur l'évolution de ce projet. Alors, le groupe La Poste, d'abord, il a décidé de rester dans les territoires et de rester en proximité. Voilà. Nous allons recruter sur cette année 2022 4000 facteurs titulaires en CDI. Et donc, évidemment, on veut rester dans ces territoires avec un réseau de proximité, vous l'avez dit, de factrices, de facteurs qui, tous les jours, peuvent aller au domicile. Alors c'est vrai que le courrier baisse, mais nous avons aussi bien sûr tous les services logistiques qui progressent, et en tout cas bien l'intention de rester pour remplir toutes nos missions de service public. Mais l'innovation est aussi au cœur de notre projet. Dans le plan stratégique du groupe, la Poste 2030 engagée pour vous, c'est bien cette idée de s'engager, et la Poste se transforme, mais d'aider aussi aux transformations de la société et d'être au service. Donc la transition démographique, c'est ce premier axe, évidemment, la transition aussi numérique, les transitions territoriales, et d'être présent ainsi. Donc ce réseau de facteurs, effectivement, en plus de la logistique, nous lançons beaucoup d'innovations. On travaille donc avec les départements, avec l'association des départements de France, beaucoup d'initiatives. Voilà, nous, ce qui nous importe, c'est de nous adapter à chaque fois, à chaque territoire, à chaque besoin. Les départements, même si on sait que c'est les régions qui ont la mission éco, en réalité, on l'a vu dès le début de ces assises, la présidente Bordry l'évoquait, sont très sensibles à la bonne santé de leurs entreprises. Et la capacité à récupérer parfois les produits des entreprises pour aller dans cette mondialisation heureuse, les distribuer un peu partout. La Poste, elle distribue, mais elle ne récupérait pas. Vous avez là-dessus, vous innovez aussi. Oui, on s'est réadapté, enfin, on s'est réorganisé pour apporter des solutions, parce qu'on nous le demandait, de solutions de proximité, de logistique de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, nos organisations postales distribuaient le courrier, les colis, mais dans un rayon autour de centres de tri. Voilà. On a voulu organiser de nouvelles liaisons, à la fois de collecte de proximité au service des producteurs, des collectivités, des entreprises, permettre, puisque nous avons plus de place maintenant, de l'entreposage, des mètres carrés à l'intérieur de nos centres de tri. Et puis, nous avons 4500 facteurs collecteurs qui, de toute façon, passent dans les entreprises tous les jours. Donc, cherchant le courrier, d'en profiter avec ces liaisons et d'organiser des plateformes logistiques de proximité. Et dans chaque département, il y aura maintenant un référent de la Poste à votre disposition pour répondre à ces besoins de connecter les territoires les uns avec les autres, jusqu'à, bien sûr, des liaisons nationales, voire d'exportation. Alors, le président Perrot nous a raconté ou présenté cette initiative, cette innovation, qui est une belle histoire, mais on voit bien qu'il y a des limites sur les véhicules. Vous avez... Alors, on est un peu concerné aussi. Bon, mais alors, qu'est-ce que c'est que Movivolt? Movivolt, parlez-nous de Movivolt. Alors, Movivolt, c'est une nouvelle offre de location de véhicules électriques là, que nous avons monté avec la Caisse des dépôts et consignations, et qui permettra, j'en suis persuadé, d'offrir des solutions aussi de ce type dans des conditions très compétitives. 4 roues, évidemment, même si nous avons aussi, nous, des problèmes d'approvisionnement, et on tient nos véhicules un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Des 3 roues aussi, des vélos aussi cargo, de nouvelles mobilités durables. Et puis, puisqu'on parle d'innovation, il y a le sujet de la décarbonation des transports. La Poste est engagée sur une trajectoire de baisse de ses émissions qui est très, très ambitieuse, moins 90% avant 2050. C'est le zéro net émission. Et pour ça, il va falloir décarboner aussi les liaisons transport poids lourds.
Et donc, nous tirons aussi un certain nombre de pôles d'innovation autour des poids lourds électriques, des poids lourds hydrogène. On a travaillé aussi, par exemple, avec le département de la Vendée pour installer une première station aussi d'avitaillement multi-énergie. Et puis, dans cette période transitoire, il y aura aussi le sujet du biogaz en lien avec toutes les filières agricoles. Donc, je crois qu'en termes d'innovation, on a beaucoup de choses à se dire, à travailler ensemble. Et c'est la raison aussi de ce groupe de travail. Donc, on va prolonger ça. L'idée étant, partant d'innovation, maintenant, c'est de passer à l'échelle et d'industrialisation d'offres. Merci, monsieur le directeur général de la Poste, de votre présence en tout cas et de merci. cette contribution cet après-midi.